Avant ou après cette interview, je vous invite à aller voir le reportage que j'ai fait sur le Pixel Space, qui est une nouvelle structure qui regroupe des youtubeurs qui se professionnalisent à Lyon. On y retrouve notamment Julien de Demos Kratos et Vincent de Stardust, qui nous font visiter leur studio et qui nous parlent de leurs objectifs. Il y a plein de choses intéressantes qui sont abordées, notamment les modèles économiques pour pérenniser sa chaîne YouTube. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça si ça vous dit. Après 4 années d'activité, la chaîne Demos Kratos a passé le cap des 100 000 abonnés. Quand il était étudiant à Sciences Po, Julien a eu le sentiment qu'on n'était pas en démocratie en France et il a voulu faire des vidéos pour expliquer son point de vue, d'où le nom de la chaîne Demos Kratos qui renvoie aux origines du mot démocratie. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas pris de cours de grec ancien au collège. Depuis, il a élargi ses thématiques pour parler de politique, de notre modèle de société et d'initiatives pour amorcer le changement. Un parti pris assumé qui plaît puisque la chaîne s'est professionnalisée. Julien s'est entouré de plusieurs personnes pour réaliser les vidéos et reportages proposés à ses abonnés. Ouais, là, tu vois, tu as le trophée des 100 000 abonnés qui est là, qu'on a reçu pendant qu'on faisait les travaux de ce nouveau lieu de travail. On ne travaille plus dans notre chambre, donc tu vois, c'est tout un combo en fait. On passe les 100 000 abonnés, on a des nouveaux locaux, on se professionnalise en étant intermittent du spectacle. Maintenant, voilà, on n'est plus juste un youtubeur dans sa chambre qui parle de sujets dont il a envie de parler. On est devenu vraiment une force médiatique organisée, quoi. Ouais, il y a un vrai élan professionnel comme tu l'as dit, et surtout que maintenant à Demos Kratos, vous êtes plusieurs, vous êtes 4, 5, voire 6, enfin 5, il y a une vraie équipe qui s'étoffe, on n'est plus dans le vidéasme dans sa chambre, là il y a vraiment tout un groupe autour de toi. Oui, voilà, c'est ça, on est plusieurs intermittents du spectacle, des services civiques, des stagiaires, donc avec un monteur, un cadreur, une chargée de prod, moi qui suis là pour gérer les sujets et écrire. Et donc voilà, on arrive en se répartissant le travail, travailler les sujets plus profondément, quoi. Pendant que moi, j'écris des sujets, il y a quelqu'un qui peut monter la vidéo. Pendant que quelqu'un monte la vidéo, il y en a un autre qui peut réfléchir aux techniques pour améliorer la qualité des futures vidéos, donc cadrage, tout ça. Donc voilà, Ça permet d'être plus productif et plus ambitieux, ouais. Ça permet forcément de gagner beaucoup de temps et d'être... Je dirais pas plus productif, parce qu'on ne produit pas forcément plus de vidéos maintenant qu'on est 4 par rapport à l'époque où j'étais tout seul. Quand j'étais tout seul, j'arrivais presque des fois à faire une vidéo par jour, mais c'était pas du tout qualitatif. Aujourd'hui, on produit moins de vidéos quand on est 4, ce qui est assez bizarre, on se dirait qu'on produit plus, mais non, on produit beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup plus de temps de recherche, de discussion, de machin, mais chaque vidéo qu'on sort est beaucoup plus travaillée, quoi. Tu as réduit la quantité pour gagner en qualité. Voilà. Et puis quand tu travailles en équipe, en fait, il y a peut-être moyen d'être plus productif, mais moi, mon expérience, ça a été qu'on n'est pas plus productif, on est plus long, mais comme dit, on est plus minutieux, on fait des choses beaucoup plus travaillées. Et justement, comment est-ce que tu le vois, comment est-ce que tu envisages la pérennité, le modèle économique un petit peu de Demos Kratos, parce que pour avoir 4, 5, 6 personnes autour de toi, bah forcément, il faut aussi les financements qui vont avec. Comment est-ce que tu stabilises ça, en fait? Comment est-ce que tu pérennises le modèle? En fait, on se base principalement déjà sur le régime des intermittents du spectacle, donc qui permet de se payer avec très peu d'argent, en fait, parce que quand tu es intermittent du spectacle, tu as le chômage intermittent qui complète les jours où tu ne te payes pas. Donc, nous, par exemple, on ne se paye pas les 20 jours où on travaille par mois au bureau. On se paye que, je sais pas, 6 jours par mois. Et en fait, après, c'est Pôle emploi spectacle qui complète avec du chômage intermittent. Donc, ça nous permet de nous payer un salaire genre au SMIC, mais ça coûte moins cher que si on était en CDI ou quoi que ce soit. Donc, via ce modèle économique, déjà, on arrive à réduire les frais. Et ensuite, comment on gagne de l'argent? Là, on a une partie de publicité sur YouTube, des placements de produits, le Tipeee, des subventions. Et à côté de Demos Kratos, on continue à faire des contrats pour des associations ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour leur faire des films en fait, de présentation de leurs actions, de leurs événements, où ils nous rémunèrent pour ça. Et il y a la volonté quand même d'être un moment indépendant financièrement totalement. Par exemple, on prend l'exemple de Partager C'est Sympa, qui a, je crois, plus de 10 000 euros sur Tipeee, par exemple, par mois, qui est quasiment en autonomie complète. C'est quelque chose vers lequel tu aimerais tendre et ça serait l'idéal? Nous, on aimerait bien avoir un Tipeee qui soit plus grand et qui nous donne beaucoup plus de liberté, parce que mine de rien, là, tout le travail que je fais d'aller chercher des subventions, d'aller faire des contrats externes pour pouvoir financer Demos Kratos, tout ça, en fait, ça nous fait perdre du temps. Enfin, ça nous fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps à la chaîne, en fait. C'est du temps où on pourrait faire des vidéos pour Demos Kratos et où, en fait, on en fait pour... C'est aussi intéressant, parce que de faire des vidéos pour des clients, ça t'oblige à sortir un peu de ta zone de confort, faire d'autres choses, et on apprend pour Demos Kratos après aussi. Donc, je ne sais pas si l'indépendance financière, c'est avoir tout l'argent qui vient du Tipeee, tu vois.
en gros, c'est ce qu'on dit pas mal avec tu vois la différence entre monoculture, permaculture. Monoculture, t'as que du blé. Permaculture, tu vas avoir plein de légumes. Du coup, s'il y a une maladie ou un problème avec un des légumes, les autres peuvent survivre. Et ben nous, c'est pareil avec le modèle économique. Si on se base que sur Tipeee, Le il jour où ça suffit qu'un s'effondre, jour il y a un bad buzz ou que les gens n'aiment plus trop la ligne éditoriale ou quoi que ce soit, t'as pas de filet de secours. ils nous tiennent. Mm. Alors que là, en faisant un peu une pluriculture voilà, de moyens de financement, et ben si jamais le Tipeee nous lâche, on s'en fout, on a encore d'autres choses. Si les placements de produits nous lâchent, on a d'autres choses. Tu vois. On est plus résilient par la multitude de nos sources de financement. Et je trouvais intéressant, c'est la réflexion que je me faisais, vu que vous êtes à peu près à plus de 1000 sur Tipeee, bon, partagez sympa, encore au-dessus avec plus de 10 000, mais quand on compare par exemple à Stardust qui a à peine quelques centaines d'euros, est-ce que tu penses que malgré tout, la ligne éditoriale, le fait que vous parliez un peu de politique, qu'il y a une sorte d'engagement, est-ce que tu penses qu'il y a quand même une symbolique un peu militante, les gens qui veulent vous donner de l'argent, vous soutenir, c'est qu'ils soutiennent aussi cette vision du monde, ce concept-là, et c'est aussi pour ça ils font un acte en quelque sorte? Ah bah totalement, quand les gens donnent sur Tipeee, ils mettent un commentaire généralement avec, et c'est très souvent, je suis tout à fait d'accord avec cette vidéo, je vous soutiens, j'ai envie qu'elle soit développée plus loin, ils soutiennent d'un point de vue militant. Après, pourquoi des chaînes par exemple comme Vincent ont peut-être moins de Tipeee? Peut-être aussi c'est parce qu'ils le mettent moins en avant que nous maintenant, on le met en avant, avant on le mettait pas du tout en avant, on avait pareil que Vincent, 300 euros quoi. Et là vraiment on essaye d'insister dessus en disant c'est notre indépendance éditoriale qui est en jeu, soutenez-nous sur Tipeee. Et donc, tu vois, indépendance éditoriale, enjeu politique, on le dit souvent, les gens donnent peut-être plus. De plus en plus, comme je trouve qu'avec Demos Kratos, vous allez sur le terrain, vraiment de plus en plus, des reportages, notamment récemment dans les écolieux, avec des interviews, vous rencontrez des gens, vous êtes vraiment sur le terrain. C'est quelque chose sur lequel tu as envie de tendre de plus en plus, de sortir un peu du facecam traditionnel où on a tous commencé, et d'aller à la rencontre des gens, de raconter des histoires, de faire partager des expériences. Bah, tu vois, nous, on a un joli décor ici, donc c'est quand même sympa de faire des trucs posés, où j'invite quelqu'un pour faire une interview, ou alors moi, je fais un face caméra pour expliquer aux gens quelque chose que j'ai compris récemment, un livre que j'ai lu. Mais quand même, aller dehors et même d'un point de vue personnel, vivre une expérience, rencontrer des gens en dehors de ces quatre murs, c'est quand même génial en fait. Et les vidéos ont une autre dimension. Tu vois, une vidéo dans ta chambre, ça n'a pas la même dimension si tu veux critiquer la civilisation et l'agriculture que si tu vas voir quelqu'un qui fait un jardin-forêt, qui te montre son jardin-forêt, qui t'explique pourquoi son expérience critique l'agriculture, tu sais une autre dimension. Tu as fait aussi un documentaire sur les écovillages, enfin, vous avez fait, parce que tu n'es pas tout seul. Le long format, en tout cas le format documentaire, c'est aussi quelque chose qui te plaît, que tu as envie de développer un peu, d'aller vraiment plus loin que les 10 minutes un peu réglementaires sur YouTube, d'aller taper sur du 20, du 30, du 50 minutes. Ah ben là déjà, toutes nos vidéos au minimum maintenant elles font 20 minutes. Ça, en fait, on ne s'est pas accordé sur ça, mais c'est devenu la base. Minimum, c'est 20 minutes. Et là, tu vois, les 3 dernières qui sont sorties, elles font 32, 36 et 45. C'est les 3 dernières qui sont sorties. Et là. finalement, les gens sont demandeurs. Maintenant, le temps est plus une contrainte. En fait, les gens sont plus freinés quand ils voient une. Bon, après, quand tu arrives à au-delà de 30 minutes, quand même, tu sens que les gens, ça les freine un peu. À mon avis, sur notre chaîne, les gens, le bon temps, c'est entre 20 et 30 minutes. Parce que si tu fais en dessous de 20 minutes, ils se disent il n'aura pas le temps de traiter le sujet en 15 minutes. Donc, ça les intéresse pas. Ils pointent souvent le fait que c'est pas assez complet. Après, quand on met 36 minutes, il faut réussir à les tenir en haleine pendant 36 minutes, donc c'est compliqué. Mais à mon avis, le bon format, c'est 24-25 minutes. Ça permet d'avoir quelque chose de développé, mais sans tirer en longueur pendant trop longtemps. Tu avais fait des tables rondes aussi en direct à l'époque des Gilets jaunes notamment, pour échanger en direct. C'est quelque chose qui te plaît, que tu as envie de remettre aussi en place. C'est vrai que c'est un autre exercice où il faut meubler, il n'y a pas de montage, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui te plaît, que tu as envie peut-être de reproduire à l'avenir. Ouais, bah, tu vois, là, il y a la table de mixage, les micros. Et l'objectif, c'est que ici, j'invite des gens, on fasse des tables rondes et on refasse des discussions un peu plus posées. En fait, j'ai vraiment envie de développer des formats simples, où juste j'invite des gens que je trouve intéressants, on se pose et on discute. Et après, au montage, on organise le propos et ça fait une vidéo intéressante. Mais parce que pour l'instant, on fait des projets assez lourds à chaque fois. Tu vois, là, on a sorti 3 vidéos chacune, une semaine après l'autre, quoi. Mais chaque vidéo, il y a presque 2 mois de travail dessus. On a travaillé pendant 5 mois sur 3 vidéos et là, elles sortent toutes d'un coup. Mais moi, j'ai envie de faire ces projets-là, mais aussi des projets beaucoup plus simples. C'est pour ça que j'avais lancé un moment ma chaîne Twitch, parce que je voulais faire du live, être dans la simplicité. Au final, Twitch, c'est trop exigeant. Il faut liver 2 ou 3 fois par semaine. J'ai envie de vivre aussi, j'ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux. Et du coup, il faut que je trouve un compromis.
Demos Kratos, c'est quand même assez engagé politiquement, on va pas se le cacher. Il y a quand même des messages que tu fais passer. Est-ce que tu cherches juste à t'adresser, j'ai envie de dire, aux gens qui posent comme toi, ou tu veux quand même aller essayer de toucher des gens même de bords politiques différents, qui sont de base peut-être dans la contradiction, mais qui vont finalement être amenés à réfléchir sur eux-mêmes. Voilà, j'ai envie de dire, à qui est-ce que tu adresses les vidéos de Demos Kratos? Alors, je pourrais les adresser à nos opposants politiques. Moi, mon objectif, c'est plus d'approfondir la pensée de mes amis politiques. Et genre, par exemple, Alternativa, NVCOP21, tout le mouvement écolo, en fait, qui sont des potes, hein, je veux dire. On boit des bières, on mange avec eux à midi, enfin, c'est les potes. Mais on pense qu'ils sont pas assez radicaux. Et du coup, en fait, nos vidéos, elles s'adressent beaucoup à eux pour dire, on part de cette idée, mais on l'approfondit beaucoup plus loin. Généralement, convaincre les opposants politiques, on est tellement loin que déjà convaincre nos amis politiques qu'il faut aller plus loin, c'est compliqué. Alors, les opposants politiques, tu vois, quand tu as des gens anti-chasse, anti-vegan, les convaincre qu'il faut devenir vegan, faudrait déjà les convaincre qu'on peut être vegan sans crever. Nous, notre objectif, c'est plutôt de convaincre les gens qui voilà, sont des écolos, sont sur le point de passer végétarien vegan, et là, leur expliquer que c'est pertinent en fait. Tu vois. Et bah, contre à eux, comment est-ce que tu gères malgré tout la critique, la contradiction, les gens qui malgré tout voient ces vidéos et qui sont pas du tout d'accord avec toi, qui vont commenter, partager, mais en étant peut-être parfois dans la véhémence ou dans la remise en question, comment est-ce que toi aussi tu gères cette perception de ton travail? Tu vois, tu dis la véhémence, c'est un mot joli pour dire que c'était gros rageux. Ah, parce que la critique, t'as une critique constructive qui existe, où les mecs te disent... je dis les mecs parce que sur Demos Kratos, c'est 80% d'hommes qui regardent la chaîne. Donc les mecs te disent ouais, ton propos est intéressant, mais tu pourrais aller plus loin, etc. C'est pas une critique, c'est quelque chose qui va plus loin, ça, c'est totalement intéressant. Mais il y en a très peu. Enfin, de plus en plus, c'est nous qui apprenons des choses quand même à notre public, donc ils sont plutôt en mode ah, je savais pas du tout, je découvre, voilà. Et ceux qui sont contre, c'est pas pour dire que c'est que des cons ceux qui pensent pas comme moi. Au contraire, ils pourraient avoir des arguments, mais les gens qu'on se tape sur internet et qui sont contre nos vidéos, ils ont vraiment des arguments tout pétés, quoi. Tu t'as vu, on t'en a montré un avant où ils nous disent juste vous êtes que des merdes, ou alors moi j'aime trop la chasse, arrêtez pas la chasse. Ils ont pas d'arguments en fait. Il y a des gens qui existent qui ont des arguments, mais en tout cas ils sont pas dans nos commentaires, quoi. Et justement, ouais, parce que comme tu l'as dit, voilà, des gens qui viennent insulter, etc., même si tu as banni certains mots dans les commentaires, comment tu te places par rapport à ça? Ça peut t'atteindre quand voilà, il y a pas forcément de bad buzz, mais on sait qu'Internet peut aller quand même très loin, surtout la chose politique maintenant, elle est quand même très commentée, ça va quand même très vite, sur Twitter notamment. T'arrives à rester un peu distant des proportions des fois que ça peut prendre? Bah, en vrai, c'est vraiment quand tu es au début de ta chaîne YouTube où chaque commentaire, tu le prends vraiment pour toi, parce que tu n'as pas beaucoup de commentaires, donc tu te dis, putain, chaque commentaire est super important. Aujourd'hui, je sais pas, sur chaque vidéo qu'on sort, il y a entre 500 et 1000 commentaires. Donc déjà, j'arrive pas à tous les lire. J'essaye de tous les lire, mais je dois en sauter plein. Et du coup, si t'en as qui ragent, soit on se marre, on se les montre dans l'équipe et on se marre parce que c'est juste de la rage et il n'y a rien de constructif. Soit on se les envoie en disant « Ah, ça c'est pertinent pour les prochaines vidéos, machin ». Mais au final, ça nous atteint pas. Enfin, tu vois, un peu plus Léo et Baptiste qui, eux, sont nouveaux dans l'équipe. Ils ont moins l'habitude des commentaires. Quand ils voient un commentaire négatif, ils sont plus affectés. Moi, en plus, comme je t'ai dit, je fais tellement de chargés de prod et d'administratifs que j'ai plus autant de liens émotionnels avec les vidéos que je sors. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais réavoir, tu vois. Quand je sors une vidéo, là, c'est plus mon bébé. C'est le bébé de 18 personnes différentes, donc j'ai moins d'attachement émotionnel. Donc quand quelqu'un critique la vidéo, c'est plus que toi. Ça me touche moins personnellement que quand j'avais mis 2 semaines à la faire moi tout seul et que du coup, je le prenais personnellement, la critique, tu vois. On avait échangé au tout départ, c'est comme ça qu'on se connaissait, j'avais fait un mémoire sur les youtubeurs qui parlent de politique. À l'époque, tu t'étais un petit peu défini comme un journaliste militant. C'est encore une étiquette qui te va bien, c'est-à-dire que tu vas quand même sur le terrain, tu racontes quand même des choses, tu donnes de l'information, mais malgré tout, il y a un traitement éditorial qui est orienté. Ouais, bah en fait, je dirais journaliste citoyen, parce que pour moi, tout journaliste est militant. Je veux dire, en fonction de à qui tu donnes la parole, comment tu fais ton montage, quel sujet tu traites, tout média est militant et est politique. Mais nous, on est plutôt à la journaliste citoyen, c'est-à-dire qu'on n'a pas la vocation à avoir une déontologie journalistique qui serait liée à quoi que ce soit. En fait, on est des citoyens. Je suis pas un journaliste, j'ai pas la science infuse, mais je suis un citoyen qui me pose des questions, qui va poser des questions à d'autres citoyens. Donc,
C'est pour ça le terme que moi j'avais aussi employé dans mon mémoire que j'avais fait, c'était le terme de journaliste citoyen. C'est un peu cette combinaison entre voilà, le citoyen qui se pose des questions, qui va faire un travail journalistique quand même de réunion de l'information, mais qui n'a pas du tout vocation à être neutre. Il est subjectif, militant, mais il l'assume. Et même si c'est vrai, effectivement, on n'est pas sur l'objectivité, même si bon, ça, on débat de l'objectivité journalistique, mais il y a quand même un vent de popularité, parce que quand on regarde Demos Kratos, on regarde Partager, c'est sympa, il y a quand même un plébiscite en quelque sorte pour ce type de contenu, ce type de journalisme qui va quand même à contre-courant des médias un peu mainstream, sans critiquer aussi ce qui peut être fait par des chaînes classiques, mais il y a quand même un engouement et une demande pour ce type en fait de production et de reportage. Après, on dit ça, mais en vrai, on n'existe presque pas en fait. Demos Kratos, Partager, c'est sympa, etc. On a l'impression dans la sphère militante qu'on a du pouvoir, et c'est le cas. Quand tu parles à des militants dans Lyon, Paris, etc., ils connaissent Partager Sympa, ils connaissent Demos Kratos, ils s'inspirent de ces vidéos. Donc nos vidéos, je pense, servent à cette sphère militante. Mais si tu prends d'un point de vue de tout le territoire français, on n'existe pas. Combini, en une vidéo, ils font plus de vues que nous en 6 mois, tu vois. Et du coup, je pense qu'il faut mesurer ce côté des médias alternatifs qui sont de plus en plus populaires, qui prennent le pas, etc. Oui, sur une certaine frange de la population, pas partout. oui. Mais sur la population globale, absolument pas. Les réseaux sociaux sont 1000 fois mieux gérés par Brut, Combini et Loopsrider ou je sais pas, toutes ces conneries. Ils touchent beaucoup plus de monde, ils influencent beaucoup plus les masses. Voilà. Tu parlais de radicalité, qui est quand même un mot fort, qui est un peu un leitmotiv, mais est-ce que tu es aussi radical, je sais pas, dans ton rapport aux médias, au journalisme, voilà, comment est-ce que tu te positionnes un peu face aux médias traditionnels? Est-ce que c'est un peu, je vais me permettre de dire ça, mais dans la caricature en disant tous pourris, tous au lobby, tous à Macron, ou tu as quand même un petit peu de mesure? Comment est-ce que toi aussi tu t'informes aussi? Tous pourris. Non, non, régulièrement, je partage quand même des articles de médias style Le Monde et tout ça. Même voilà, en fait, j'essaye vraiment d'analyser déjà quel journaliste écrit, parce qu'il n'y a pas que le média qui peut être corrompu, il y a les journalistes en eux-mêmes. Tu vois, dans le journal Le Monde, par exemple, tu sais que tu as des journalistes qui sont plus intègres et qui font des bons papiers, d'autres qui en font des moins bien. Donc il faut voir aussi quel journaliste fait quoi. Mais tu as des médias très intéressants, style Le Monde diplomatique, Mediapart, Le Monde, des fois. En fait, c'est pas qu'ils sont tous pourris ou corrompus ou quoi que ce soit, c'est comprendre qu'ils s'incluent dans des structures de pouvoir et des jeux de pouvoir, et que tu as par exemple, je sais pas, il n'y a pas de nom en fait, il n'y a aucun média qui est plus pourri qu'un autre, mais c'est juste qu'ils ont des intérêts politiques, et c'est pour ça ils se disent neutres et objectifs, alors qu'en fait ils sont subjectifs et ils poussent une certaine idéologie politique. Tu vois, par exemple, le Figaro, il pousse l'ultralibéralisme et voilà, Challenge, ils sont pro-Macron de ouf. L'Humanité, ils vont être, c'est le journal du PCF aussi, mais ils vont être effectivement, il y a des journaux qui sont politisés, mais de base, déjà, effectivement, on sait déjà que... Mais ils sont tous, en fait, si tu regardes même Paris Match, en fait, Paris Match, tu pourrais te dire, c'est people, c'est pas politique. Bah si, Paris Match, on le sait de plus en plus, c'est un outil politique. Quand on voit les shootings, quand même, les shootings qui a été fait d'Edouard Philippe, voilà, etc. Et de Macron et tout ça. Donc, en fait... tout média est politique et il faut juste comprendre quels sont leurs objectifs, par qui ils sont possédés. Et après, tu peux lire, moi par exemple, je lis des articles du Monde où je sais très bien que voilà, c'est pas objectif, pas neutre, etc. Mais ça m'empêche pas de le lire pour comprendre comment ils pensent. Des fois, ils peuvent avoir des bons arguments, mais des bons arguments, ça veut pas dire que toute l'idée est intéressante. Je pense qu'il faut pas rejeter en bloc ou prendre en bloc. Il faut juste avoir un esprit critique, mais plus avisé que ce qu'on pourrait nous apprendre en cours, tu vois. Et en dehors de ce globe de médias traditionnels, maintenant, ce qui s'est greffé, des vulgarisateurs un peu politiques. Effectivement, on parlait un petit peu de Demos Kratos, même si c'est engagé politiquement. Et moi, dans mon mémoire, j'avais parlé du fil d'actu, j'avais parlé d'Acropolis. Il y a même aussi Hugo Décrypte. Enfin, il y a quand même même si chacun a des orientations et des sujets, des thématiques différentes, il y a quand même maintenant une envie de vulgariser un peu la politique, l'information et la donner accessible aux jeunes qui ne sont pas forcément touchés en plus par les médias. Et c'est quelque chose de très français, ça. Parce que déjà, les youtubeurs politiques, ça fait à peu près 4-5 ans que ça a vraiment émergé en France. C'était un peu avant la loi travail, et il y avait eu le collectif On vaut mieux que ça, qui était la première émanation en fait, de youtubeurs politiques avec Tatiana Ventose, Usul, Dani Caligula, un peu les papas et les mamans du YouTube politique français. Et en fait, quand tu regardes sur le YouTube mondial, tu as les États-Unis, la France,
et tu as très peu de pays où tu as des youtubeurs politiques. Nous, dans nos abonnés, par exemple, on a beaucoup d'abonnés suisses, belges ou du Luxembourg qui nous disent en fait, on vous regarde vous parce que chez nous, il n'y a personne qui critique la politique et votre critique, elle pourrait s'inclure aussi à nous. La télé et les journalistes professionnels sont de plus en plus intéressés par les youtubeurs parce qu'en fait, c'est des journalistes mais qui coûtent que dalle. C'est-à-dire que plutôt que de payer un pigiste, un cadreur, un monteur et de les payer tous avec les conventions collectives, tarifs réglementaires, etc. Là, tu trouves un petit jeune, il fait plus de buzz que tous tes journalistes réunis. Il a sa caméra, il monte, il tourne, il écrit, il fait tout. Donc tu payes une personne, tu la payes généralement. Tu lui fais une facture, en plus souvent c'est Voilà, des entrepreneurs. tu lui fais une facture, donc il a besoin de respecter vraiment les conventions collectives. Et puis les youtubeurs ont appris à faire avec rien, tu vois. Ils vont pas dire à Mediapart, vous pouvez m'acheter une grosse caméra pour filmer. Ben non, ils ont un smartphone, ils ont un petit Canon, ils font des vidéos en fait. Et c'est ça que la télé et les journalistes professionnels aiment bien, c'est que les youtubeurs, c'est des couteau suisse, des hommes orchestres, ils savent tout faire, ou des femmes orchestres. Ils et elles savent tout faire et pour pas cher. Et avec un résultat plutôt intéressant, quoi, parce qu'on touche quand même du monde. Dernière question sur les ambitions futures, les prochaines échéances un petit peu pour Demos Kratos. Comment est-ce que tu vois, bon, c'est quand même une année particulière qui peut peut-être un petit peu retoucher un peu les plans, mais comment est-ce que tu aimerais bien voir la chaîne avancer, etc., dans les perspectives, etc. Mais là, moi, par exemple, j'aimerais bien me barrer de Lyon, me mettre dans une maison dans la nature et commencer à construire ma maison en autonomie avec mon potager, vivre avec des animaux en liberté. Et ça, en faire des vidéos, du coup, pour les présenter sur la chaîne. Je m'inspire beaucoup des chaînes style Ma ferme autonome, l'Archipel, Barnabé Chaillot, Permaculture, enfin bref, voilà. Et où eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ont leur baraque, ils expérimentent des trucs, ils se filment et ils les mettent sur YouTube. Et je trouve ça super intéressant. Et donc moi, j'ai envie vraiment que la chaîne, elle parte un peu vers là, de suivre mes expériences, tout en continuant à faire les formats qu'on fait actuellement, c'est-à-dire les gros reportages, les vidéos plus théoriques dans le décor ici. Ce qui est drôle, c'est que t'as envie de te barrer à la campagne, par contre, tu viens de t'installer dans un studio tout neuf. Ouais, ça c'est un peu le... Ouais, en fait, pourquoi on s'est installé ici? C'est parce qu'on a eu l'occasion, que je compte encore rester qu'à Lyon 6-7 mois, et que même si moi je pars, il y aura d'autres... tous les autres gens de l'équipe de Demos Kratos, ils resteront peut-être là. Tu vois, partager, c'est sympa, pareil, ils se sont splittés un peu partout. Il y en a à la campagne, il y en a qui restent à Lyon. Mais ouais, effectivement, j'ai fait beaucoup de travaux là-dedans pour pas en profiter très longtemps, je pense. Mais j'en peux plus de Lyon, quoi. Il fait trop chaud, c'est moche, ça pue. Je peux pas faire un potager, je peux pas être résilient face à l'effondrement qui va arriver. Enfin, c'est pas une vraie vie, quoi. Et puis en plus, j'ai envie juste de pouvoir me poser dans la nature et militer. Tu vas faire militer avec des vidéos, avec des manifs, de la désobéissance civile, de l'action directe, des choses comme ça. Donc, déconstruire, on va dire, les imaginaires et les structures, mais aussi construire l'alternative. Et pas juste aller filmer des gens qui construisent des alternatives, mais moi-même être un acteur. Construire les alternatives et déconstruire. Je veux faire les deux. Je veux être résistant et résilient. Voilà.